Quelle croyance limitante avez-vous abandonnée? La toute première et même la seule, c'était croire ne pas être capable. Quelle est la plus grande leçon que la vie vous ait enseignée? C'est que du haut de notre tour d'ivoire, on peut toujours descendre. Voilà pourquoi lorsque tu es en haut, il faut toujours avoir un œil en bas et vice-versa. C'est de ne jamais abandonner, de toujours croire en ses rêves et que la vie est un parcours plutôt à découvrir. Il faut continuer puisque la vie est une expérience. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Identité et Impact, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui transforment les parcours en une source d'inspiration et de solutions pour notre société. Je vous invite à vous abonner maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bien sûr, activez la cloche pour être notifié, car chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode d'Identité et Impact. Aussi, chaque jour, retrouvez les vidéos courtes encore appelées shorts qui vous apportent des clés, des conseils et des moments d'inspiration pour progresser au quotidien. Notre ambition est de mettre en lumière des femmes et des hommes d'exception au parcours authentique qui ont transformé leurs défis en opportunités. Nous invitons ici des personnalités inspirantes, talentueuses, résilientes, animées par deux valeurs essentielles, oser et résilience. Parce que derrière chaque réussite se cache une histoire et derrière chaque histoire se trouvent des enseignements capables de transformer une vie. Je vous félicite, sinon je dirais je te félicite, toi, de faire partie de cette belle communauté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui incarne parfaitement cette nouvelle génération de leaders africains. Une génération qui place la connaissance au service de l'action, le leadership au service du bien commun et les compétences humaines au cœur de la transformation. Juriste en droit des affaires et gouvernance, doctorant en droit numérique, consultant auprès de plusieurs institutions africaines et enseignant dans différentes universités africaines, notre invité a fait de la transmission du savoir une véritable mission. Expert formateur certifié en prise de parole en public et en leadership à l'École africaine d'art oratoire et de leadership de Dakar, il accompagne depuis plusieurs années des managers, des hauts cadres et des décideurs dans le développement de leurs compétences personnelles et professionnelles. Toutefois, son engagement dépasse largement les salles de formation. Convaincu que chaque citoyen peut contribuer au développement de son pays, il est fondateur et président de la communauté des actions citoyennes pour un Congo uni, en sigle CACU. Une initiative qui œuvre pour un Congo plus solidaire, plus responsable et plus inclusif. À la croisée du droit de l'enseignement, du coaching et de l'engagement citoyen, il nous rappelle que le véritable leadership ne consiste pas seulement à réussir pour soi, mais à inspirer, transmettre et construire un avenir meilleur pour les autres. Djaman Essou, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Identité et Impact. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir très partagé d'ailleurs. Alors, nous avons eu échangé avant de commencer avec ce podcast et tout comme la communauté qui attend de vous découvrir, de savoir ce que vous nous apportez en termes de coaching sur la prise de parole en public, ce qui est un frein pour plusieurs entrepreneurs, plusieurs jeunes d'ailleurs, suite à la présentation de leur projet. La première question que je m'en vais vous poser est de savoir qui est Djaman Essou au-delà de tous ces titres, au-delà de cette belle biographie. Je le dirais, je vais le définir par une trilogie. Je dirais que c'est un homme de conviction. Djaman Essou, c'est également un passeur de savoir et enfin, un citoyen engagé. Quel enfant étiez-vous et quelles valeurs votre famille vous a-t-elle transmises? J'ai été un enfant plutôt débrouillard, très tôt qui a été responsabilisé,
un enfant également curieux, qui aimait observer, découvrir, apprendre de nouvelles choses. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait sortir de ma timidité, ma réserve, qui est devenue une force plus tard. Parce que très jeune, j'ai été un enfant quand même introverti, mais grâce aux arts de la scène, notamment le slam poésie, qui est une poésie urbaine, le théâtre, les clubs d'anglais, les clubs d'art, c'est d'ailleurs ce qui m'a sauvé. Et en parlant des valeurs, je vais revenir sur la toute première, c'est celle que mon père m'a apprise, c'est être responsable des actes qu'on pose. Donc je dirais la première valeur est celle de la responsabilité. Et à travers le temps, j'ai découvert les autres. On a la résilience, le fait de ne jamais tomber. Parce que l'échec, en réalité, c'est tomber là où on est tombé. Mais lorsqu'on se relève, on fait face aux épreuves qu'on a surmontées. Ça devient une force, mais incroyable. On en a vu avec Covid, comment l'être humain s'est adapté avec la maladie. Et c'est d'ailleurs la troisième valeur, c'est l'adaptabilité. Et c'est d'ailleurs l'intelligence aussi, hein, parce que l'intelligence, c'est cette capacité-là à s'adapter à tout lieu, à tout environnement, à tout écosystème. Alors voici principalement les trois valeurs qui m'ont été transmises dès le plus jeune âge. De bonnes valeurs. Je vais noter ce que vous aviez dit. Vous disiez que l'échec, c'est de tomber. C'est de tomber là où on est tombé. C'est de tomber là où on est tombé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Lorsqu'on tombe et on se relève, on ne considère plus ça comme un échec. On le considère exactement. Et moi, je dirais un processus de transformation personnelle. Parce que pour arriver à être transformé, à être dans une zone de confort, il faut qu'on passe par l'apprentissage. Et ça fait partie du processus. C'est très bien dit. Vous avez parlé d'un mot que j'ai retenu tout à l'heure. Vous étiez débrouillard très tôt. Oui. Aujourd'hui, la débrouillardise est un peu conçue comme la nonchalance. Les jeunes veulent aller très vite dans ce qu'ils font. Alors vous, en tant que jeune, vous l'avez dit, vous l'avez appris très tôt à être débrouillard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur très tôt, vous aviez été débrouillard. Qu'est-ce que vous faisiez qui, en tant que jeune, a pu vous démarquer et vous permettre d'arriver au point où vous en êtes aujourd'hui? Là, je parle de la débrouillardise, c'est le fait de voler très tôt de ses propres ailes. Alors que j'ai été dans un écosystème où j'étais quand même très à l'aise, hein. J'avais pas de quoi m'en plaindre. Mais je suis sorti de cette zone de confort-là pour aller très tôt à la découverte du monde. Et c'est là où est venue ma passion de l'enseignement. Parce que très jeune, j'ai été dans les clubs d'anglais déjà. Chaque vacances pour moi a été en réalité une autre école. Par là, j'ai appris l'informatique, j'ai appris l'anglais. Par la suite, c'est devenu des corps de métier. Tout en allant à l'école, j'étais devenu très jeune professeur à The Young Teacher School, qui était un centre d'anglais. Et en réalité, j'avais pas besoin de faire de l'enseignement pour être payé. C'était pas la source, on va dire, de ma providence. Je ne cherchais pas à manger ni à boire. J'en avais déjà tout. Mais c'était justement devenu un atout. C'était une passion qui s'est réveillée comme ça là en moi. Et plus tard, ça m'a emmené à d'autres domaines. J'ai parlé tout à l'heure de slam poésie et j'ai intégré le collectif qu'on appelle Style Oblique et j'ai été coach de slam poésie en termes d'écriture et d'oralité. C'est ce qui m'a conduit d'ailleurs dans les arts de la parole. J'ai aussi pendant un moment fait du théâtre en participant à plusieurs événements, concours interscolaires. J'ai d'ailleurs eu le privilège à plusieurs reprises de gagner des prix de meilleur acteur. Et pour moi, c'était carrément une bénédiction. C'est très bien, ça veut dire que vous étiez bien entouré. Est-ce que vous aviez un mentor qui vous a permis de vous inspirer de tout ce parcours? Oui, absolument. Je pense qu'il y a d'abord une sensibilité naturelle parce que très tôt, j'aimais les paroles, mais bien dites. Souvent, j'aime l'art de pouvoir pimenter les choses. Quand les choses sont bien dites, bien réfléchies, bien pensées,
Et j'étais curieux, j'avais l'appétit des mots. C'est ce qui d'ailleurs m'a emmené vers le slam, et le mentor ne pouvait être que mon coach de slam qui, de nos jours, continue toujours à former des générations des slameurs, Gilles Douta, qui est un homme d'action aussi, qui est rempli de créativité et de résilience. Très bien, ça, servir les autres. Justement, à quel moment avez-vous compris que votre vie devrait servir une mission plus grande, bien sûr, que votre réussite professionnelle? En réalité, c'est le jour où j'ai compris que ma vie n'avait de sens que lorsque je devrais servir celle des autres. En réalité, c'est ça le déclic. Lorsque je reçois un étudiant qui avait le trac, qui avait la peur de pouvoir s'exprimer en public, et que à la fin des séances de coaching avec cet étudiant, et qu'il ressort de là transformé, pour moi, je dis que c'est une mission qui est accomplie sur Terre. Et il n'y a pas que des étudiants, on voit également des managers, des top managers, qui se sont révélés à eux-mêmes, qui ont découvert des talents qui leur étaient cachés, qui ont su maintenant transformer leur légende personnelle, et je suis très fier. Je crois d'ailleurs c'est la première de mes bénédictions. On parle beaucoup de diplômes, mais moins de compétences humaines. Quelles sont réellement les soft skills? Les soft skills, ce sont des compétences comportementales, humaines, un peu comme la prise de parole, la gestion des émotions. En réalité, ce sont des compétences qu'on appelle douces parce que elles accompagnent les compétences techniques. Mais de nos jours, on privilégie beaucoup plus les soft skills puisque nous sommes dans le savoir-être. Tout ce qui est compétences techniques, en réalité, on peut apprendre, puisque il y a toujours une mise à jour de ce qu'on a déjà appris, d'où parfois il faut désapprendre pour réapprendre à nouveau. Mais à égalité de compétences, à égalité de parcours, d'expérience, seuls les soft skills vont être le point de différence entre vous qui avez le même diplôme et qu'est-ce qu'en réalité vous différencie des autres. Ce sont les soft skills. La gestion du comportement. Quelles sont les 5 compétences humaines indispensables aujourd'hui pour réussir dans toutes les sphères, on va dire? L'adaptabilité, l'adaptation, qui est une compétence, mais qui vraiment, c'est la mère des compétences, l'adaptation, de nos jours surtout. Et je dirais aussi la résilience. Oui, le fait de toujours passer outre les épreuves, surmonter les épreuves. Je donnerais aussi la capacité d'être critique. Et en 4e lieu, je citerai quand même les compétences numériques. Et la dernière, c'est la gestion des émotions. La gestion des émotions. En tant que coach de prise de parole en public, vous avez parlé de la critique. Alors, pensez-vous que la critique soit un boost ou un frein à la prise de parole en public, à la confiance en soi et à l'estime de soi? Lorsqu'on parle de la critique ici, on fait allusion à la critique constructive. En réalité, c'est une forme de feedback, un retour sur une expérience, sur une situation. C'est différent d'un retour, on dira, purement négatif qui vise justement à vous déstabiliser. Au contraire, pour nous ici, la critique devient comme un booster. C'est un élément qui vous permet d'aller au-delà de ce qu'on attend de vous. Et en réalité, ça vous galvanise. Ça galvanise, effectivement. Alors, peut-on apprendre le leadership ou pensez-vous qu'on est leader? En réalité, ici, lorsqu'on parle du leadership qui peut être né, on parle d'une personne qui a des prédispositions naturelles. On peut parler du charisme en soi qui est naturel. On peut parler également des traits de personnalité, la capacité à fédérer, à motiver les autres. Naturellement, certains l'ont, mais d'autres l'apprennent. Donc là, ça devient le leadership appris. Et c'est par l'expérience, c'est par les coachings, les formations que la personne s'élève, acquiert de la compétence pour pouvoir diriger et fédérer. Donc moi, je dirais que en réalité, ce sont les deux. Il y a certains qui ont la prédisposition, mais d'autres doivent apprendre.
Selon vous, Monsieur Essou, quelle est la compétence ou quelles sont les compétences qu'on devrait enseigner depuis le plus bas âge? À mon humble avis, il y a une compétence vraiment qu'on a besoin dès le plus jeune âge, c'est le développement personnel, qui est justement l'éducation à la vie. Et à ce propos, je citerai 4 piliers. Il s'agit premièrement de l'estime de soi. S'estimer, s'aimer. D'ailleurs, s'aimer, c'est le plus grand des amours. Comment est-ce qu'on peut développer cette estime de soi? Alors, l'estime de soi, en réalité, il faut déjà la comprendre. C'est le fait d'avoir une juste estimation. C'est avoir une juste valeur de sa personne. C'est se dire, je ne suis pas le moins brillant, je ne suis pas le plus brillant, je suis brillant tout court, ou je suis aussi brillant que les autres. C'est en réalité le fait de ne pas se sous-estimer et également le fait de ne pas se surestimer. C'est le fait de s'aimer pleinement et entièrement, aimer sa personne. De nos jours, on parle beaucoup du body shaming, qui est la honte de son corps. C'est ce qui d'ailleurs entraîne ou emmène à ce qu'une femme de peau noire veuille éclaircir la peau. Et c'est important de travailler sur l'estime de soi. Pourquoi? Parce que en réalité, notre être, qu'on dit dans notre jargon ethos, c'est le package. Et en réalité, avant d'être confiant, il faut avoir l'estime de soi. C'est l'estime de soi qui devient le carburant qui vous permettra de pouvoir développer toute votre potentialité. La deuxième notion, c'était celle de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même, comme le dit Socrate. Il s'agit ici de pouvoir savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses limites et quels sont ses axes d'amélioration. On ne dira pas défaut parce qu'on est dans un processus d'épanouissement personnel et professionnel. Et par la suite, je citerai également la notion de la conscience de soi, être conscient de ses actes, de ses émotions. L'intelligence émotionnelle, d'ailleurs, qui devient une compétence indispensable en entreprise. Comment gérer ses émotions? On ne peut pas être leader sans une bonne gestion de ses émotions. Et je terminerai par la notion, en tout cas, de la confiance en soi, qui vient justement clôturer ces piliers-là. Vous en avez peut-être déjà parlé, mais je souhaiterais bien qu'on revienne là-dessus. Vous formez plusieurs dirigeants. Alors, selon vous, pourquoi la compétence due à la prise de parole en public devient de plus en plus incontournable? Parler est un sport de combat. J'aime le dire, d'ailleurs, Bertrand Perrier l'a dit. D'où je tire cette citation-là. C'est un sport de combat. Et j'ajouterais d'ailleurs, parler, c'est prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, savoir parler, c'est la qualité intrinsèque d'un leader. Puisque ici, la parole dont on parle, c'est la parole qui va motiver, qui va inspirer. C'est la parole, en réalité, qui fédère. Et un dirigeant ne dirige qu'en réalité sous je dirais, sous l'influence de la parole. Et c'est la capacité du leader qui permet justement de pouvoir transmettre une vision à une autre personne, à une équipe, et l'équipe va épouser cette vision-là. Et c'est ça justement la définition du leadership, c'est de l'influence, rien que de l'influence, ni plus ni moins. L'influence, comment vaincre? Vous êtes formateur, vous êtes coach. Quels sont les tips que vous pouvez nous donner pour vaincre cette prise de parole en public? Oui, là, je pense que vous faites allusion à la peur de parler en public. Et c'est très essentiel de revenir d'abord sur la notion de la peur. Lorsqu'on comprend la notion de la peur, on peut la surmonter. En réalité, on guérit pas en prononçant le nom d'un médicament, mais il faut boire le médicament. Et la prise de parole, c'est exactement le cas. Et la prise de parole s'apprend. Et pour apprendre la prise de parole, il faut vous jeter à l'eau. C'est à force d'entraînement, de pratique, que vous allez être plus à l'aise. Parce que ici, la vraie notion ici, c'est être à l'aise lors de ces prises de parole. La peur, c'est quoi? C'est une perception erronée d'une réalité. Et on a peur pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on n'est pas suffisamment préparé. Et d'ailleurs, nous, dans notre jargon, on dit que la préparation, c'est le secret des grands orateurs. Et celui qui oublie de se préparer doit se préparer à se faire oublier.
car la parole dont nous parlons ici, c'est une parole qui inspire, c'est une parole d'influence et c'est une parole impactante. Quelques conseils pour aider à se préparer à la prise de parole en public sans avoir, bien sûr, on va dire, je ne dirais pas sans avoir peur, mais en essayant de braver cette peur-là. Parce que même pour les coachs ou pour les personnes habituées à prendre la parole en public, il y a toujours quelques petites secondes, je pense, d'un petit stress qui peut monter, qui peut remonter à la surface, qu'ils arrivent à vaincre parce que justement, ils se sont préparés, comme vous avez dit. Mais pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent travailler à braver cette peur de prendre la parole en public? J'entends stress et trac. Et le trac dont il est question ici, ça dure quelques secondes. Et c'est le trac là qu'on doit transformer en énergie positive. Et le trac, aussi bien que le stress, est le même pour le professionnel ou l'amateur. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont on utilise notre trac ou notre stress à notre, on dira, à notre profit. Et s'il faut donner des astuces ici, je parlerai de la toute première qui est la respiration, mais la respiration abdominale. Donc apprendre à faire des exercices de respiration. Et j'irai encore plus loin, c'est également, comme deuxième astuce d'ailleurs, c'est faire ce qu'on appelle la visualisation créatrice. La visualisation créatrice est le fait de vous mettre dans la peau de l'orateur que vous êtes. C'est le fait de vous imaginer votre scène, de vous voir avec votre tenue de scène, avec le micro qui vous sied, avec le public qui est là et avec la maîtrise de son texte. Et le fait de faire ce voyage-là avant d'être sur place vous permet de pouvoir évacuer en tout cas 50% de votre stress. En tout cas, le stress qui est une contrainte du dedans. Mais dans la contrainte du dehors, c'est lorsque vous allez croiser les regards du public, lorsque vous allez être, en tout cas en plein exercice de la prise de parole, c'est à ce moment-là que vous allez faire face aux autres 50% de votre prise de parole en public. On le ressent, c'est votre métier, vous êtes en plein là-dedans et je suis sûre qu'une personne qui suit cet épisode va certainement se demander est-ce que Monsieur Essou fait de l'accompagnement individuel ou ces accompagnements sont adressés qu'aux sociétés, aux entreprises et aux universités où vous enseignez? Non, la réponse elle est claire. Nous faisons de l'accompagnement, que ça soit individuel ou collectif. Donc, s'il y a une personne qui voudrait avoir les services de Monsieur Diamant-Essou, il est là, il pourra contacter. Il n'y a pas de problème. Très bien. Vous l'avez entendu, individuel, personnel, professionnel, il le fait. Selon vous, Monsieur Essou, qu'est-ce qu'un véritable leader? Le leader, en tout cas pour moi, c'est celui qui montre le chemin. C'est celui qui connaît le chemin. C'est celui qui dit « nous » au lieu de « je ». C'est celui qui dit « allons-y » au lieu de « allez-y ». Voici ma définition en tout cas d'un leader. Pour un jeune qui sort des études, qui n'arrive pas à trouver un emploi, il veut se lancer dans un projet. Sauf que il n'a pas d'expérience. Donc, il entend parler entrepreneuriat, il entend parler leadership, il entend parler de plusieurs valeurs à développer avant de se lancer. Et lui, il est là en train de suivre le podcast, il dit, je vais comprendre avec simplicité. Je suis en train de construire un projet. Alors, step by step, comment est-ce que je fais pour arriver à bien construire mon projet? Parce que le projet, il a déjà, et bien sûr, à expliquer et à vendre, parce que la finalité, c'est vendre. Et on va dire qu'il a déjà fait toutes les démarches possibles, l'étude de marché, tout le b.a.-ba. Okay? Et qu'il vienne vous voir pour l'accompagner. Et là déjà, premièrement, il faudra qu'on puisse briser le mythe en disant qu'il n'a pas d'expérience. On a toujours de l'expérience. Donc là, c'est le premier élément à pouvoir bannir, en tout cas. On parle d'expérience professionnelle. Oui, d'expérience professionnelle. En réalité, on a toujours une expérience professionnelle. Et je vais m'expliquer.
L'expérience professionnelle dont on parle ici, c'est quoi? Si on sort un peu de tout ce qui est moderne, mais si on rentre dans tout ce qui est classique, en réalité, si vous avez déjà pris part à une association, c'est une valeur ajoutée. Si vous avez été un membre d'une association quelconque, il y a eu des tâches auxquelles vous avez forcément réalisé. Ces éléments-là, ces différents éléments-là que vous pouvez mettre en lumière, en valeur, car ce sont des véritables compétences. Mais là, on est dans une condition. Oui. Mais on va dans le sens où il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Qu'il n'y a rien. Non, on va dire pas d'expérience professionnelle. Du tout. Dans le sens basique du mot. Oui. Et vous voulez que là, on conseille l'étudiant qui n'a il n'a pas d'expérience professionnelle. Voilà. D'accord. Bon, là, ça devient un peu ambigu parce que en réalité, si on dit il n'a pas eu d'expérience professionnelle, c'est que même pendant les vacances, il n'a pas aidé son grand-père à vendre quelque chose. Rien. C'est courant. Hein? C'est de ne rien avoir. C'est courant. Les jeunes d'aujourd'hui, aller vendre déjà, c'est quelque chose. Son grand-père encore, c'est encore pire. Bon, d'accord. Donc là, je reviendrai particulièrement sur le fait qu'il conçoit un projet, qu'il veut entreprendre dans un domaine et qu'il veut vendre ses services. Et là, dans notre jargon, je parlerai de l'art du pitch. L'art du pitch, qui est l'art de la présentation de projets ou autre. Et justement, je pourrais l'accompagner dans ce sens-là pour qu'il soit à même de pouvoir pitcher son projet et son produit. Je lui rappellerai d'ailleurs que lui-même, c'est d'abord un produit. Et c'est le produit le plus cher qu'il devrait vendre tout au long de sa vie. Et là, on parlera même du personal branding, une marque personnelle. Et cette marque personnelle-là, elle n'est pas forcément visible en ligne, mais aussi hors ligne. Donc, il doit travailler sur sa marque personnelle, sur lui-même, et travailler également sur l'art du pitch. L'art du pitch ici, c'est le fait de dire peu, mais l'essentiel. Il faut être capable de pouvoir faire une présentation, ce que vous pouvez faire en 1 heure. Il faut être capable de le faire en un mot. Il faut être capable de le faire en une phrase. Il faut être capable de le faire en 1 minute. Alors, Monsieur Essou, selon vous, quel rôle chaque citoyen peut-il jouer, même sans avoir occupé une fonction officielle ou une fonction de haut niveau? Je pense que chaque citoyen a un rôle majeur à jouer, en tout cas au sein de la société. D'ailleurs, il devrait se considérer comme un acteur également du changement. Et au lieu de se dire qu'est-ce que l'État peut faire pour nous, c'est de se dire qu'est-ce que moi je peux apporter. Et c'est une question de mentalité, hein, de mindset. Lorsqu'on est dans cet angle-là où on pense à ce que nous on peut apporter, là on devient contributeur. Et c'est ce que je crois d'ailleurs, que chaque citoyen devrait être co-constructeur de notre société. Le numérique bouleverse beaucoup de secteurs de nos jours. Quels sont les grands défis juridiques, comme vous êtes un homme de droit, auxquels l'Afrique devrait faire face dans les prochaines années? Et quand je dis prochaines années, c'est là déjà, parce que les choses vont tellement vite. L'anticipation est la première qualité d'un leader. En réalité, être à l'heure, c'est déjà être en retard. La capacité d'un leader, en tout cas, c'est l'anticipation. Et c'est ce qui se passe justement avec l'intelligence artificielle, l'IA. Donc, au moment où l'Afrique peut-être va vouloir apprendre les métiers du numérique pour rejoindre la course vers le numérique, pour justement égaler les autres continents, mais eux, ils sont déjà à on va dire, ils sont à une vitesse exponentielle. Les défis ici, c'est en ce qui concerne, principalement, je parlerai de la protection des données à caractère personnel. C'est vrai que au Congo aussi, et même d'ailleurs en Afrique, nous avons des lois, principalement au Congo, on a la loi de 2019 sur la protection des données à caractère personnel, la loi de 2020 également, qui incrimine les infractions relatives on va dire, aux technologies d'information et de communication, mais on se rend compte que dans la pratique, ces lois ne sont pas encore effectives. Et c'est la même chose qu'on rencontre un peu ailleurs, au Gabon, au Cameroun, qui sont des pays qui se sont inspirés
des lois européennes, mais en réalité, ces lois, on a l'impression qu'on les applique pas. Et il y a un phénomène aussi quand on parle de l'intelligence artificielle ici qui touche ceux qui sont dans la création des contenus. On peut parler aussi par ricochet des influenceurs. Mais quel est le statut juridique actuellement des influenceurs? Je pense que ce sont des débats comme ça qu'on peut commencer à jeter dans le public afin que on en discute. En restant sur la question liée à l'intelligence artificielle, pour vous, pensez-vous que c'est une opportunité ou plutôt une menace? Ça dépend. Ça dépend parce que avec l'IA, on peut tout faire dans l'humanité. Maintenant, quand je dis que ça dépend, je prendrai l'exemple pour répondre à cette question d'un professionnel. Le professionnel qui sera remplacé par l'IA, c'est le professionnel qui ne maîtrise pas l'IA. Donc, le professionnel qui maîtrise l'IA ne sera jamais remplacé par l'IA. Parce que l'IA est devenu justement un accélérateur. Mais ça ne devrait pas être un point final. En réalité, tout ce qu'on peut faire à travers l'IA, c'est ce qu'on peut expliquer. C'est un professionnel qui connaît son domaine, qui peut utiliser l'IA. Pensez-vous que ce soit une question d'expertise ou d'expert? Oui, d'expertise dans son domaine. Dans son domaine. Oui, parce que si vous n'avez pas la maîtrise de votre domaine et que vous allez par l'IA là, il devrait s'arrêter à être un point de départ, mais pas un point final. Si l'IA devient un point de départ et un point final, en réalité là, l'humain, lui, il réfléchit plus. Et ce qu'il voit dans l'IA, un moteur de recherche, ce sont des données qui existent déjà, c'est une machine. Et si vous laissez la machine penser à votre place, où est la place maintenant de la réflexion humaine? Alors aujourd'hui, nous constatons déjà, par exemple, je prendrai l'exemple des pompistes dans les stations, que dans certains pays, on n'a plus besoin de pompistes, ils ne sont plus là. Parce qu'on a configuré les machines de telle sorte que le client qui vient, il se sert, il prend son carburant et il s'en va. Sur cet aspect-là, pensez-vous que ce soit vraiment dans le domaine de l'expertise dans son métier ou c'est plutôt des enjeux qu'il y a sur les choix à faire? Pourquoi je dis ça? On se rend compte que dans certaines entreprises, et moi-même étant chef d'entreprise, je le remarque, je le constate, il y a des fois une nonchalance que l'on constate. On peut mettre en place des formations, des accompagnements, mais l'humain à qui on donne cette opportunité ne voit peut-être pas la valeur ajoutée que ça lui apporte. Et ce qui fait que finalement, on se rend compte, je donne de l'énergie, je mets de l'argent. Matériellement, ça peut me coûter cher. Et quand on fait un calcul, très rapidement, on va dans le sens de supprimer certains postes pour mettre en avant l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que là, vous pensez que ça reste toujours un choix sur l'expertise qu'on a? J'ai envie de dire que lorsque vous avez pris l'exemple, il y a qu'un être humain qui peut justement superviser une intelligence artificielle. En réalité, même si on place, on va dire, un robot qui va commencer à gérer une machine, mais il y a un être humain qui doit être en back-office pour gérer. C'est bien que l'intelligence artificielle soit là où l'humain il fait 2 heures, du moins 24 heures, la machine peut faire 2 heures. C'est bien beau, mais on doit penser justement à ce que ça sera jamais, ça va être difficile que on remplace l'humain par l'intelligence artificielle. L'IA accélère, ça nous fait gagner du temps, énormément d'ailleurs. Ça nous fait économiser les ressources, les énergies, mais attention, on doit utiliser l'IA avec la raison. Et lorsqu'on parle de la raison, on va parler aussi des émotions. Donc, on devrait toujours mettre l'homme qui est au cœur de la gestion même de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est l'homme qui a mis au point l'intelligence artificielle, en réalité. Donc, il y a la notion aussi de homme-machine, où, en réalité, de nos jours, il doit avoir une frontière. Parce que si on laisse trop l'IA
prendre la place de l'homme, ça va être un danger. Pensez-vous qu'on a vraiment le choix? Et la question est posée également à vous qui nous suivez. Alors, c'est un point de vue pour vous qui nous suivez, qui suivez ce podcast. J'aimerais savoir à quoi vous répondez, quelle serait votre réponse. Est-ce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui une opportunité ou une menace? Donc, j'attends vos réponses suite à cette question. Elle est une opportunité lorsqu'on utilise à bon escient et elle devient une menace lorsqu'on n'a plus de frontières ni de barrières. D'accord, c'est un point de vue. Alors, selon vous, comment les jeunes peuvent-ils se préparer à cette mutation? Parce qu'en fait, ça ne dépendra pas de nous. Vous l'avez dit, dans d'autres pays, ça avance à une vitesse exponentielle et nous emboîtons le pas. Et aujourd'hui, nous utilisons énormément ChatGPT. Mais c'est parti, hein. Il y a Claude, il y a Gemini, il y en a plein d'autres. Le temps que nous prenons, on va dire, le cours des choses avec ChatGPT, les autres sont déjà d'autres IA. Et on en parle énormément. Alors, comment est-ce qu'on devrait se préparer? On parle de la jeunesse, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas de marge, nous ne sommes pas mis de marge à cette mutation-là. Parce que ça ne dépendra pas de nous. Exactement. Moi, je parlerais d'avoir une bonne politique d'éducation numérique. Et cela va se passer également au travers des formations numériques dont on a besoin pour ne pas rester en marge par rapport à d'autres pays qui sont très avancés. Simplement une éducation numérique. Et lorsque je parle de l'éducation numérique ici, je parle aussi de l'encadrement juridique qui va avec. Puisque ce sont les nouveaux corps de métier et forcément qui vont venir avec leurs impacts et que la loi devrait encadrer. Ici, on parle de l'IA, mais une œuvre qui est écrite entièrement par ChatGPT, qui en est l'auteur? Qui en serait l'auteur? Créer une œuvre? De plus en plus, les écrivains même se rabattent à l'IA pour écrire des livres. Exactement. Et on voit que chaque mois, chaque 2 mois, il y en a qui commencent à sortir plusieurs livres. Oui. Et est-ce que le fait d'avoir écrit un livre en utilisant ChatGPT, c'est vrai que d'aucuns diront que c'est du plagiat, mais est-ce que ça fait de vous un auteur ou non? Sur le livre, ça serait écrit quoi? Auteur, oui. Diamant et Sous. Oui. Donc ça reste votre livre. Ça reste votre livre. Alors, Monsieur Essou, vous avez créé la Kakou, c'est comme ça que ça s'appelle. Quelle vision vous animez pour la création de la Kakou? Oui, principalement, c'est la notion de l'engagement communautaire. Et depuis tout à l'heure, nous avons dit que chaque citoyen, en tout cas, devrait être responsable du changement d'une nation. Et je suis convaincu également que à travers Kakou, c'est d'encourager chaque citoyen à être un acteur, en tout cas communautaire, en s'impliquant dans on va dire dans les causes de son quartier, de son village, de sa ville, de son arrondissement et bien d'autres. Donc Kakou ici prône une citoyenneté active. C'est une citoyenneté active qui est également une citoyenneté numérique, puisque actuellement il ne suffit pas de bien se comporter hors ligne, mais il faut aussi être un bon citoyen en ligne. Donc il y a ces deux notions-là que Kakou en tout cas prône afin que le Congo se développe, mais à travers des actions communautaires et sociales. D'accord. Est-ce qu'avec ces actions que vous menez, vous avez des subventions? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous arrivez à manager tout ça? Alors, comme toute association, Kakou également est une communauté qui en réalité tire ses ressources à travers des cotisations de ses membres, mais également des dons, legs des personnes publiques ou des institutions privées. D'accord, ça existe depuis quand? Alors, ça existe là à peine. Nous sommes carrément en train d'attendre les documents légaux, le récépissé notamment. Donc, on a eu une existence d'abord de fait, en attendant que sous peu qu'on ait notre récépissé afin qu'on fasse une sortie officielle.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Kaku qui pourrait aider un jeune ou une jeune dame qui nous suit aujourd'hui? Qu'est-ce que Kaku peut lui apporter? Alors, Kaku, en dehors des actions communautaires, Kaku est également dans la formation. Donc, Kaku met la jeunesse au centre de ses actions. Et Kaku accompagne justement les jeunes au travers des actions sociales. Donc, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes en recherche d'opportunités professionnelles, en tout cas, Kaku est là pour vous insérer, pour vous aider plutôt à trouver la meilleure formation et quitte même à vous former par ses propres moyens. D'accord, c'est très bien ça. On mettra votre adresse email en description, comme ça pour ceux qui auront besoin d'aller plus loin, ils vous contacteront. Alors, Monsieur Essou, comment fédérer durablement des personnes autour d'une même cause? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile, et surtout quand on sait que derrière, ce n'est pas commissionné. Alors, fédérer une équipe, on va dire surtout des jeunes, ce n'est pas facile. Et avec Kaku, parce qu'on reste toujours dans cet élan-là, comment est-ce que vous arrivez ou à long terme, à moyen ou à long terme, comment est-ce que vous pourriez fédérer durablement ces jeunes que vous accompagnez autour d'une même cause? Ce n'est toujours pas facile. D'ailleurs, c'est la plus grande capacité d'un leader, fédérer. Parce qu'il n'y a pas de leader sans équipe, sans groupe. Et c'est d'ailleurs la chose la plus difficile à faire. Et qu'est-ce qu'il faut pour arriver à fédérer? C'est arriver justement à faire transmettre la vision de la chose. Parce que parfois le leader, il a sa vision. Et à travers un plan d'action, il cherche à transmettre sa vision à son équipe ou à son groupe, à son collectif. Et c'est là où on verra justement la force du leader. Et c'est là où la parole également devient un enjeu de société. Il aura besoin de la parole. Il aura besoin de tenir un discours qui fera en sorte que les personnes adhèrent à sa vision. Et ce n'est pas une mince affaire. Et c'est un travail qu'il faut faire, un travail de longue haleine. Il faut utiliser des stratégies de communication pour arriver à persuader et parfois même à dissuader certaines personnes. Quel regard portez-vous sur la jeunesse congolaise? C'est une bonne question. C'est une jeunesse en réalité qui a besoin d'encadrement, qui a besoin des modèles en termes de leadership locaux, qui a besoin de plus en plus d'être inspiré et aussi qui devrait commencer à se prendre ou se reprendre en main. Puisque la jeunesse, elle est énergie, elle est créativité. Et la jeunesse également devrait songer à elle-même au lieu de mettre son destin dans la main d'autres personnes. Comment peut-elle arriver à le faire? À travers des formations. La jeunesse congolaise doit accepter à se former. Et à se former, il y a certains aînés qui disent qu'ils sont jaloux de notre génération parce qu'on a toutes les informations et on a la possibilité de se former rien qu'avec un clic. Et justement, moi, j'encouragerais cette jeunesse-là dont on fait partie à se former, à se cultiver et à se prendre en main. Quelles sont les formations que vous leur conseillerez de suivre, conseillerez à cette jeunesse-là, de suivre, qui leur permettra de changer leur paradigme et de comprendre éventuellement que ce ne sera pas, les choses ne changeront pas d'un claquement de doigts, qu'ils ont leur partition à jouer. Mais je le sais, je l'entends, on parle beaucoup de formation, mais on ne donne pas à ces jeunes-là des indicateurs clés. C'est quoi la jeunesse? Par où je commence? Comment est-ce que j'évolue au fur et à mesure? Dépendamment du projet que l'un ou l'autre peut avoir. Mais je commence par quoi? Vous avez parlé d'un domaine de prédilection. Donc, vous vous formez en fonction de votre domaine, mais vous vous formez également en fonction des mutations du monde. Et de nos jours, on parle d'intelligence artificielle, on en a parlé. Les jeunes peuvent aller vers les nouveaux corps de métier.
qui sont des métiers auxquels il y aura beaucoup de demandes. Et en dehors de ça, il y a des formations basiques, par exemple des compétences linguistiques, des compétences numériques. On a parlé également des compétences comportementales tout à l'heure. Et voilà pourquoi on a parlé du développement personnel, qui est l'éducation à la vie. Et en réalité, c'est faire ce qu'on appelle par un SWOT, mais personnel. C'est un travail, un exercice où vous allez savoir quels sont vos atouts, quelles sont vos limites et quels peuvent être les axes d'amélioration. C'est par rapport à ce diagnostic-là personnel qu'on peut chercher à compléter ce qui nous manque. Si vous avez du mal à gérer vos émotions, ben vous irez apprendre à mieux gérer vos émotions, à avoir une intelligence émotionnelle, situationnelle. Si vous avez du mal à pouvoir vous exprimer en public, éventuellement, vous allez trouver en ligne plusieurs modules sur YouTube. Et de nos jours, on dit plus où aller trouver les offres de formation. Il y en a partout. Parfois, on n'a même pas besoin d'un accompagnateur. Des formations existent déjà sur plusieurs plateformes. Donc, ça va de soi. Ça va du travail qu'on aurait fait sur nous-mêmes. Et voilà pourquoi on dit que le plus grand voyage, ce n'est pas le fait de voyager dans tout le monde, mais c'est de faire une seule fois le tour de soi-même. Des fois, on a l'impression que notre vis-à-vis est informé comme nous le sommes. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, j'en discutais même avec un partenaire qui me disait le développement personnel, l'Église fait le développement personnel. Et combien aujourd'hui, s'il faut rester sur les chrétiens, combien de chrétiens aujourd'hui sont encore dans leur zone de confort, bien qu'ils reçoivent gratuitement des enseignements sur le développement personnel, mais qui n'arrivent pas à switcher. Ouais. C'est bien vu. Ils n'arrivent pas à switcher et de notre côté, nous avons déjà amorcé un travail et nous continuons. Et quand nous avons notre vis-à-vis, qui celui-là est peut-être responsable à l'église, responsable des jeunes, des mamans ou peu importe, mais qui ne comprennent pas, qui ne comprend plutôt pas notre langage, nous on va se dire mais c'est pas possible qu'ils comprennent pas notre langage. Il est quand même ou elle est quand même. Donc, étant sur cette lancée-là, et se disant qu'en face de nous, on a des personnes bien que conscients que s'ils sont connectés, ça veut dire qu'ils ont l'information, mais des fois, ils n'ont pas la bonne information. Comment faire pour les aider? Est-ce que vous avez quelques conseils, quelques outils qui leur permettraient de, bien sûr, être sur les réseaux sociaux, mais à suivre des choses qui vont leur permettre de se surpasser, de travailler sur leur estime en soi, sur leur confiance et surtout sur cet aspect-là qui permet de collaborer avec les autres de façon claire, transparente, je vais même dire, et comprendre qu'on peut avoir des points de vue différents, mais finalement nous parlons de la même chose. Oui, j'ai bien compris, mais principalement, il y a aussi un fait. On ne peut malheureusement pas sauver tout le monde. C'est clair. Oui, parce que c'est d'abord une question de volonté. Et on le dit souvent, lorsque l'élève est prêt, c'est là où le maître surgit. Donc, si on n'a pas cette curiosité-là déjà à se dire que est-ce que je n'ai pas des points sur lesquels je peux m'améliorer, on trouvera pas. On doit d'abord avoir ce déclic-là aussi. Et ce déclic va susciter en nous une certaine curiosité et on va commencer à orienter notre centre d'intérêt vers ces domaines-là. Et actuellement, lorsqu'on est dans une génération qui est hyper connectée, rien qu'avec les mots-clés, ne fût-ce que sur Facebook, on pourrait être orienté vers une certaine catégorie de formation. Alors, que leur manque-t-il véritablement? Que leur manque-t-il de plus? Est-ce les compétences, la discipline, la vision ou la persévérance? Moi, je dirais peut-être c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. De nos jours, on parle de la formation continue. La formation continue, il y a même une notion de la formation tout au long de la vie. C'est se dire que tous les jours, on doit progresser. Tous les jours, on doit faire une mise à jour de nos compétences, car plus le monde évolue, plus les choses évoluent. Et nous, en tant que professionnels,
on doit être à la page. C'est d'abord inculquer justement cette notion-là de la formation et de la formation continue, de toujours avoir soif d'apprendre de nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort. Et d'ailleurs, j'ai souvent une question que je pose lorsque je donne cours, en tout cas en matière de transformation personnelle, c'est de demander aux gens quelle est la dernière fois qu'ils ont fait quelque chose pour la première fois. Et à travers ces réponses, vous vous rendrez compte que les gens restent les mêmes pendant très longtemps. Donc, ils sortent pas de leur coquille. Ils brisent pas la glace. À votre avis, c'est pourquoi? C'est dû à quoi? Justement, c'est une question de mentalité. D'où j'ai parlé de l'assistance, de l'accompagnement à la formation. Et d'ailleurs, c'est ce que vous devrez faire, vous, en tant qu'organisation, rendre visibles les formations, faire intéresser les personnes pour qu'ils découvrent quelle est l'importance, justement, de se faire former. D'où, justement, Identité et Impact. Et c'est pour cela que nous recevons des invités exceptionnels qui ont une expérience déjà dans leur domaine, une expertise aussi, on va dire, des personnes qui ne sont pas, on va dire, qui n'ont pas de scaphandre, mais qui ont développé de la résilience, qui ont connu c'est quoi leur mission et qui aujourd'hui, malgré toutes les vallées, continuent à croire qu'il y a un lendemain meilleur. Alors, Monsieur Essou, si vous aviez une année entière pour accompagner 10 000 jeunes, Congolais, je précise. Je suis du Congo, donc je commence avec les Congolais. Ne vous sentez pas de marge pour les autres. Alors, quelles seraient vos 3 priorités? Oui, je pense que la question peut être orientée peut-être autrement. Vous parlez de 10 000. Oui, 10 000 en une année. Jeunes en une année. Mais en réalité, là, on est dans l'ingénierie de formation. Et qui dit ingénierie de formation dit recueillir d'abord le besoin. À travers le besoin, on peut maintenant passer à l'étape suivante qui est les attentes des participants. Et après les attentes, puisque la formation doit être sur mesure afin de répondre aux résultats attendus. Oui, mais on va dire que le diagnostic a été fait. A été fait. Oui, déjà, tout ça, ça a été fait. Là, Parce que si on parle des priorités, oui, ça veut dire que la base a déjà été faite. Le diagnostic a été fait. Okay. Et là, maintenant, sur quelle priorité? Parce que la question se pose suite à ce que vous faites. Vous faites de l'accompagnement, vous formez, et donc avec l'expérience que vous aviez, on vous demande 3 priorités. 3 priorités par rapport à ce que je fais habituellement. Bon, si on parle des 3 priorités, principalement, on travaillera sur l'estime de soi et la confiance en soi, la gestion de stress et du trac, et on travaillera sur la prise de parole et le leadership. Super. Ouais. Très bien. Je m'attendais à cette réponse-là et je l'ai donc eu. ça, c'est piège, hein? Okay. On va parler justement d'identité et d'impact. Comment rester fidèle à ses valeurs dans un environnement où les compromis sont parfois tentants? Je dis le mot doucement. Non, c'est bien, c'est une question pertinente. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour rester fidèle à ses principes. Et justement, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure en me définissant en tant qu'un homme de conviction, parce que je crois que nos valeurs devraient être non négociables. Je pense même que la jeunesse congolaise est en crise de valeurs. Les valeurs ancestrales africaines, comme le vivre ensemble, comme le pardon, comme le respect des anciens, des aînés, est capital pour construire en tout cas une nation solide et prospère. Le respect des aînés, ça, c'est vrai. C'est quelque chose de très pertinent, c'est une valeur très forte que de plus en plus on est en train de perdre. Mais j'espère qu'on y arrivera. À quoi reconnaît-on une personne véritablement alignée avec sa mission de vie? Je dirais, la mission de vie, c'est vous devez incarner vos valeurs. Vous devez incarner ce que vous faites. On n'est plus là à dire que faites ce que je dis, mais ne faites pas comme je fais. En réalité, souvent les personnes qui conseillent le disent. Ils disent suivez mes conseils, mais ne regardez pas ce que je fais moi. Et là, on comprend que les personnes ne sont pas alignées, ne sont pas forcément en phase avec elles-mêmes.
Mais la personne qui est en phase avec sa mission de vie, ça saute à l'œil. Il est ce qu'il dit et il fait ce qu'il dit lui-même. C'est d'être soi-même d'abord un modèle et plus tard une référence. Selon vous, comment passer du savoir à l'action? Ouais. C'est bien d'emmagasiner, mais après, il faut aller faire le go. Je suis persuadé que lorsqu'on a une connaissance, il faut la partager avec les autres. C'est en partageant d'ailleurs qu'on se redécouvre et qu'on apprend davantage. Et la meilleure manière de passer à l'action, c'est d'oser. C'est d'oser impacter, je dirais. Vous avez fait certainement un énorme travail sur vous, ça se voit, ça se sent. Quelle est la décision qui a le plus changé votre vie? Ah oui, cette question, je l'ai oubliée. Oui, je dirais quand même de revenir au Congo. Hein. C'était une décision qui était très forte de sens, parce que j'étais très bien installé de là où j'étais, mais j'ai eu cet appel-là à la nation, l'esprit compatriotiste qui a pris le dessus, et je me suis dit pourquoi ne pas venir servir ma nation, pourquoi ne pas venir tropicaliser ce que j'ai appris de l'autre côté, pourquoi ne pas venir faire bénéficier justement à la jeunesse congolaise des soft skills, ce dont j'ai donné pendant longtemps ailleurs. Je pense que c'était la décision la plus courageuse même d'ailleurs de ma vie, parce que j'ai tout laissé. Vous en êtes fier? Ah oui, très fier d'ailleurs. C'est très bien. Alors, comme toute personne, je n'aime pas trop le mot échec, mais nous allons en parler. Avez-vous déjà vécu un échec dans votre vie? Et si oui, qu'est-ce que cela vous a appris? Oui, je pense que on dira pas qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vécu des moments d'échec. L'échec m'a appris à faire un recul sur moi, à faire une introspection et à ne pas toujours me considérer comme infaillible. Et c'est une introspection justement qui est un rappel à continuer à arroser justement nos manquements. Je suis persuadée qu'avec votre savoir-faire, avec votre biographie, avec toutes les casquettes que vous avez, vous êtes quelqu'un qui lisait beaucoup. Quel est le livre parmi tant de livres que vous avez lus qui vous a permis de switcher, de transformer votre mindset? Ouais, je dirais Dale Carnegie, Comment se faire les amis. Et influencer les autres. Exactement. C'est un livre sur le développement personnel qui justement vous apprend à comment vivre en société, comment se comporter, comment répondre aux questions, comment, on va dire, faire des critiques sans blesser. Et je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. C'est un très bon livre, je confirme. Quel héritage souhaiterez-vous laisser aux générations futures? Ah oui, est-ce que moi j'ai déjà un héritage à laisser? C'est pas trop pour moi. Ah oui, pourquoi? Ça serait quoi? Laisser quel héritage? Avec tout le bagage que vous avez, avec Kakou. Ouais, un héritage. En réalité, si j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme un citoyen qui a milité dans la citoyenneté active, parce que je prône la solidarité, le vivre ensemble. Quelle est votre définition personnelle de l'identité? Je trouve que le mot qui peut justement le qualifier, c'est la notion de l'être. Et quand je parle de l'être, c'est l'être dans toute sa splendeur. Et l'identité de l'impact? Et là, peut-être de l'impact. L'impact, c'est... La définition, j'allais dire, de l'impact. La définition de l'impact. OK, pour moi, impacter, justement, c'est laisser un héritage. Impacter, c'est laisser une marque de fabrique, une signature personnelle. Pourquoi certaines personnes, à votre avis, très talentueuses, restent invisibles? Oui, de nos jours, être compétent ne suffit plus, du moins. Il faut encore le montrer. D'où on parle de e-reputation, de la réputation en ligne. Il faut se créer un personal branding. Sinon, on ne saura pas quelle est au fait notre expertise. Alors, nous allons passer à une autre étape de cet épisode. J'ai 7 questions d'impact à vous poser.
C'est cette question que je les pose à tous les invités. Alors, ces questions, quand nous les posons ici dans ce podcast, c'est parce que nous voulons découvrir, au-delà de la personne physique que nous avons, nous voulons faire un voyage avec vous. Alors, la première question est de savoir quel est le plus grand plafond de verre que vous avez brisé à ce jour. Très petit, hein. J'étais, je pense, entre peut-être jusqu'à 10, 11 ans. Hein. Et le coach qui est en face de vous, qui s'exprime peut-être avec aisance, en tout cas une certaine facilité, avait des problèmes d'élocution. Ah oui. Oui. Et d'ailleurs, c'est incroyable puisque la majorité des grands orateurs ont vécu plus ou moins la même chose. Ils ont eu des problèmes d'élocution. Pour les uns, ça pouvait être le bégaiement, le balbutiement. Et moi, j'avais du mal à pouvoir articuler. Les mots, j'ai envie de dire que j'ai parlé très tardivement. Et on avait tendance à associer ça à une sorte de maladie, hein. Mais après, au fur et à mesure, et d'où j'ai dit, j'ai été sauvé par les arts de la scène. J'ai été confronté à moi-même. Ça m'a permis de me révéler à moi-même, puisque j'ai brisé le verre en prenant de plus en plus la parole et en me corrigeant. Quelle croyance limitante avez-vous abandonnée? C'est en tout cas la toute première et même la seule, c'était croire ne pas être capable. D'accord. Quelle est la plus grande leçon que la vie vous ait enseignée? C'est que du haut de notre tour d'ivoire, on peut toujours descendre. Voilà pourquoi lorsque tu es en haut, il faut toujours avoir un œil en bas et vice-versa. C'est super ça. Si vous pouviez parler à votre vous de 20 ans, que lui diriez-vous? Je préfère à mon moi encore de 18 ans que 16 ans. Hein. Parce qu'à 20 ans, c'était déjà compliqué. Mais en tout cas, oui. Et justement, et voilà pourquoi parfois on nous demande de ne jamais cesser d'être enfant. Puisque les enfants ont une âme qui oublie, en tout cas facilement, qui sont dans une sorte d'aventure. Ils se focalisent pas que sur les problèmes, les douleurs. Un enfant, d'ailleurs, il oublie très vite des moments douloureux et il se focalise sur les moments joyeux. Et justement, c'est ce que je pourrais me dire à moi à 16 ans, me dire à moi à cet âge-là pour dire, sois davantage souriant, profite de la vie, prends toujours la vie du bon côté et avance parce que c'est toute une aventure. Magnifique. Alors, quelle est la phrase qui guide chacune de vos décisions au quotidien? C'est mieux que vous ne nous la dites pas. Ah ouais, vous allez l'écrire là et on mettra ça sur le mur de l'Impact et moi je lirai ce que vous avez écrit. Et en attendant que vous réfléchissez à cela, j'aurai une dernière question à vous poser. D'accord. Le défi que vous lancez à la communauté de Identité Impact avant le prochain épisode. D'accord. Qu'un téléspectateur courageux nous transmette un speech en format vidéo de 2 minutes afin peut-être que le coach pour les jours futurs jette un coup d'œil. C'est tout et qu'il l'accompagne quand même. Oui, qu'il l'accompagne bien sûr, mais jeter un coup d'œil c'est pour l'accompagner. Donc alors, je vais redire on dit parler, hein. Parler, c'est un acte prestigieux et courageux, d'où je mets au défi un téléspectateur qui nous suit, qui est intéressé par l'art de la parole, la prise de parole notamment, de nous envoyer une vidéo, en tout cas une petite séquence dans laquelle, pendant 3 minutes, il s'exprime sur un sujet donné. Et le coach se fera vraiment un plaisir de pouvoir transmettre une note verbale et l'accompagner pendant 1 heure. Très bien. Mais vous avez le défi. À vous de vous envoyer vos vidéos et on vous mettra toutes les informations en description. Maintenant, je vais vous laisser écrire votre mot. C'est bon, c'est bon, là, j'avais continué. Après, je me suis arrêté. Je vous en prie, allez-y. Oui. Vous pouvez écrire votre mot. Bon, je vous donne la sous-main ou ça va aller? Non, je pense que ça devrait aller. Je vous lis ce que Monsieur Essou a écrit. Il a écrit « J'aimerais créer ma propre légende
personnel. Alors, Monsieur Essou va poser cette belle phrase avec la punaise rouge que vous avez choisie sur le mur d'impact. Merci, Monsieur Essou. Alors, avant votre mot de la fin, pouvez-vous nous dire ici, dans cette communauté, quels sont les accompagnements que vous faites, les formations, et si on a besoin de profiter de votre expertise, comment pouvoir le faire? Je fais de l'accompagnement personnel, c'est du coaching personnel ou privé. Et il y a également de l'accompagnement de groupe. Ça peut être un même groupe. Si vous êtes une association, vous voulez vous faire accompagner par coach Diamant Essou, c'est possible. Ou une formation de groupe, mais qui est collective. Les gens peuvent venir s'inscrire de n'importe quel endroit et univers également. Et il y a plusieurs modules en dehors de l'art oratoire qui englobe la prise de parole, notamment la gestion du stress, la gestion du trac, l'intelligence émotionnelle, la prise de parole en réunion. Nous travaillons également sur le leadership, sur l'art de la présentation de projets ou l'art du pitch. D'accord. Et ces différents programmes, vous les faites en visio et en présentiel ou essentiellement en présentiel? Exactement. En visio également. Exactement. Et donc, ceux qui sont à l'étranger ne sont pas mis de marge, vous pouvez le faire avec eux. Exactement. Ok, merci beaucoup. Quel serait votre mot de la fin pour cet épisode? C'est de ne jamais abandonner, de toujours croire en ses rêves et que la vie est un parcours plutôt à découvrir. Il faut continuer puisque la vie est une expérience. La vie est une expérience, la vie est un parcours. Osez croire en vous, osez aller de l'avant et surtout, mais surtout, osez vous aimer parce que vous êtes la personne qui passe le plus de temps avec vous-même. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Identité Impact. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé, car chaque semaine, vous avez un nouvel épisode avec un invité de marque dans ce podcast de Identité et Impact. À très vite.